Bonjour à toutes les développeuses et tous les développeurs, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. J'ai le très très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Prados. Tu es développeur, enfin entre autres choses, parce que tu as beaucoup d'activités. Et aujourd'hui, on va parler avec toi d'un sujet qui nous paraissait très important et très intéressant à aborder. Tu as commité, en tout cas tu as proposé un commit à Python. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous parler un petit peu de la genèse de ce commit? Oui, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Philippe Prado, je suis ingénieur, architecte, multicasquette. Ça fait plus de 40 ans que je fais de l'informatique. Et puis dernièrement, je me suis intéressé à Python, mais comme tout ce que je touche, je creuse un petit peu derrière la façade. Et puis, à l'occasion d'une discussion avec des stagiaires, je leur évoquais qu'il est toujours très intéressant de regarder la syntaxe BNF d'un langage. La BNF, c'est la syntaxe de la syntaxe. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de découvrir ce qui est autorisé dans la syntaxe, ce qui n'est pas forcément ce que l'on a l'habitude d'écrire. Et on peut trouver des syntaxes un petit peu exotiques. Et donc, pour illustrer mon propos, je dis, c'est simple, on va regarder sur Internet, on regarde la syntaxe de Python, et puis on regarde un petit peu comment ça se décrit et ce qui est possible de faire. Et là, je trouve une syntaxe inattendue pour ma part, qui concerne l'écriture des annotations. Les annotations, c'est ce qu'on a maintenant dans Python 3, la capacité de rajouter des informations complémentaires avec les paramètres, les attributs, les fonctions. Et entre autres, c'est fortement utilisé pour gérer tout ce qui est le typage fort, pour pouvoir vérifier, rajouter du typage à Python. Et quand on regarde la syntaxe, on voit que la syntaxe est assez étrange parce qu'elle n'est pas du tout orientée, je vais mettre un type, elle est orientée, je mets une expression. Donc dans une annotation, on peut mettre n'importe quoi. Et donc je me dis, si je peux mettre une expression, je devrais pouvoir écrire que je voudrais qu'un type il soit du type entier ou string, par exemple. On peut mettre int, pipe, string, par exemple. Rien ne l'interdit dans la syntaxe. Donc moi je prends mon Python et puis j'essaye de faire ça et puis il me dit ouais, c'est bien ce que tu proposes, c'est pas interdit dans la syntaxe, si ce n'est que l'opérateur OR n'est pas disponible dans la classe type. Donc la première idée que je me dis, puisque c'est un langage dynamique, je vais essayer de la rajouter dynamiquement. Donc je me crée une petite fonction de ligne qui me retourne un union, puisque c'est ça que je veux exprimer, l'union de deux types. Et je me dis, je vais essayer de le rajouter à la classe type. Et puis là, le langage me dit, ouais, c'est bien gentil ce que tu proposes, ça pourrait marcher, sauf qu'il est interdit de rajouter des méthodes à la classe type. Bon, là, on en est à un quart d'heure de recherche. Je me dis, c'est pas grave, je vais descendre les sources de Python, puis on va creuser. Puis là, je fais un git clone, je descends les sources de Python. Et là, ça devient un peu plus compliqué, parce que l'objectif, c'est juste de rajouter une fonction dans la classe Dieu, puisque c'est la seule classe qui a comme père elle-même. Donc, c'est celle qui est créée de façon un peu particulière dans Python. Et puis, voilà, là, je suis parti à creuser un peu le sujet, à voir comment ça fonctionne. Et puis, finalement, j'arrive à faire un patch qui fait pas plus d'une dizaine de lignes, qui va rajouter un nouvel opérateur. Donc, il va déclarer que la classe type, elle implémente les opérateurs arithmétiques et que du coup, on peut décider de mettre une implémentation de la classe OR, enfin de l'opérateur OR. Donc je code ça vite fait, j'arrive à avoir une version de Python que je recompile qui, elle, accepte ma nouvelle syntaxe. J'ai le droit de dire que dans une annotation, je peux dire entier ou string. Donc ça, c'est une première approche cool, mais du coup, c'est utile que si derrière, les outils de validation de la syntaxe eux-mêmes sont capables d'accepter cette nouvelle syntaxe. Donc je retombe sur ces autres outils, sur PyTy, et là, je vais faire un deuxième patch, pareil, d'une dizaine de lignes pour dire, écoute, accepte cette syntaxe. Donc ça, c'est codé en pur Python, donc c'est plus facile. Et je me retrouve avec une idée rigolote qui a été pondue comme ça relativement rapidement. À partir des 5 premières minutes, je me retrouve embarqué dans quelque chose d'un peu plus gros. Et puis je me dis, ça serait cool de pouvoir le proposer à la communauté Python, quoi. Et donc je regarde comment ça se passe. Et puis ça se traduit par publier un PEP, donc un document. Mais avant de le publier, il faut avoir le droit de le faire. Donc il faut signer une décharge juridique pour dire que tout ce que je donne à la communauté appartient à la communauté et que je n'ai plus les droits dessus. Donc je crée ce PEP et puis je continue à discuter sur les lignes de diffusion pour pouvoir proposer cette nouvelle version. D'accord. Et est-ce que tu as trouvé que ce processus de commit était un petit peu long, un petit peu longué, ou est-ce qu'au contraire, il est bien fait, bien borné? Alors, il y a plusieurs choses par rapport au PEP. Alors déjà, il
c'est assez accessible, donc il faut déjà proposer quelque chose, et puis tu te retrouves avec quelqu'un qui est nommé pour t'aider, donc après tu peux discuter avec une personne, donc ça c'est déjà bien, qui va t'accompagner à la rédaction du PEP. Donc ça c'est bien. Et ensuite, on rentre dans une phase un peu particulière, qui est la phase de discussion de la proposition. Donc là, c'est sur les listes de diffusion adéquates, on va se mettre dessus, puis on va proposer notre proposition. Et là, j'ai identifié qu'il y avait deux façons de réagir par rapport aux réactions des uns et des autres. Soit on a, comme là j'avais déjà une implémentation, soit on a des oppositions techniques. Il dit oui mais ça marche pas ou pour telle ou telle raison. Si vous avez la réponse directe puisque vous l'avez implémenté, là on réagit assez vite pour tuer assez rapidement cette hypothèse que ça pourrait ne pas marcher parce que les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. Hein. Donc là on va tout de suite réagir. Par contre, si on est sur de l'opinion, c'est-à-dire si quelqu'un dit oui mais je trouve que ça serait mieux comme ci ou que ça serait mieux comme ça. Là, ce que j'ai mis en place, c'est de ne surtout pas réagir tout de suite, de laisser au moins 24 heures. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'est pas tous sur le même fuseau horaire. Donc, au moment où la personne écrit, il peut y avoir un certain nombre de personnes. Il faut laisser au moins la planète réagir. Et ça permet également d'avoir des soutiens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres personnes qui vont réagir et qui vont dire non, je suis plutôt d'accord, ou plutôt c'est mieux, ou il y a tel autre langage, ça utilise telle chose. Et donc, ça permet d'avoir des soutiens pour pouvoir finalement améliorer la communication. Même si je prépare la réponse, je ne l'envoie pas, j'attends au moins 24 heures avant d'expliquer tout ça. Et après, il y a la difficulté de faire le bilan de tout ce qui s'est discuté, parce que le but, c'est d'être le plus propre possible, c'est-à-dire d'indiquer les arguments pour et les arguments contre. Donc, il faut essayer de faire une synthèse pour que le PEP, dans les premières versions de la rédaction, intègre bien toute la synthèse et tous les arguments pour et les arguments contre. Il ne faut pas vouloir trop défendre le bout de gras en disant ouais, mais c'est mon idée, donc elle est bonne, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes tous des idiots, ça ne marche pas comme ça. Il faut au contraire être le plus propre possible. Et du coup, ça avance relativement bien. Bon, la discussion sur le PEP lui-même, donc le fait qu'on me donne un PEP, que le PEP discute et qu'on arrive jusqu'à une première situation où le PEP est relativement stable, ça a pris 2 mois, quoi. D'accord. À peu près. D'accord. Hein, mais bon, c'était cool d'avoir le soutien de Guildo, qui est donc l'auteur de Python, qui dit écoutez les gars, il faut aider Philippe parce que c'est plutôt intéressant ce qu'il propose. Mais après, je me suis retrouvé avec une difficulté, c'est qu'il y a eu, parmi les oppositions techniques, il y a eu une opposition technique qui était tout à fait valable, qui disait que l'implémentation que j'avais mis en place posait un problème, c'est qu'elle violait un des fondamentaux de Python, qui est que Python, en gros, est coupé en 2 parties. Il y a une partie qui est codée en 100% C et C++, qui est le cœur de Python, qui doit pouvoir se mettre sur une carte à puce, ou donc qui est du pur Python. Et du coup, ce code-là n'a pas le droit d'importer du code qui lui-même est codé en Python, doit être fait en C. Et moi, j'avais dans mon implémentation cette situation où j'avais la classe racine, donc la classe Dieu, qui devait importer le package typing. Donc, il y avait une sorte de boucle. Et du coup, on avait atteint mes limites de compétences, en tout cas du temps que je pouvais y consacrer, parce que j'ai plein d'autres choses à faire sur le sujet. Donc, la proposition était sur la table. Il y avait un proof of concept de l'implémentation de ce que ça pouvait donner. Donc, j'avais mon implémentation fonctionnelle, même si elle n'était pas très pure. Et on était dans cette situation. Et puis, quelques mois après, il y a une jeune fille qui est venue qui a repris le sujet, qui elle a trouvé une astuce que j'ignorais sur Python, enfin en gros une classe qui est dans le codé en C, mais la classe Python hybride de celle-ci, pour pouvoir en gros splitter un peu les deux, c'est un truc qui se fait déjà par ailleurs dans Python, mais qui a du coup pu reprendre mon boulot et finir l'implémentation. Et du coup, Guildo m'a recontacté en disant voilà, il y a cette jeune fille qui propose cette proposition. Je propose qu'on mette que vous êtes tous les deux les committeurs du PEP, ce qui a été fait. Et donc elle a mis son implémentation. Et du coup, on est arrivé à quelque chose de stable. Moi, l'idée, les premiers travaux, elle, les travaux finaux. Et dans la prochaine version de Python, la 3.10, parmi les features nouvelles qu'il y aura, il y a cette nouvelle syntaxe qui est proposée. Et donc, on en est très fiers. Alors moi, je trouve que c'est très propre et très ouvert. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai jamais fait de Python et que là j'ai fait un truc de 10 lignes. Voilà, pour l'anecdote, j'ai même pas un nom de Python. Bon, j'ai touché à plein d'autres langages, mais voilà, j'arrive
avec mon idée d'un patch de 10 lignes qui bouleverse la syntaxe, mais qui est assez maligne dans la démarche. Personne m'a dit t'es pas légitime, reste dans ton coin. Au contraire, tout le monde m'a dit écoute, vas-y, on va t'aider, on va te donner des soutiens. Donc ça, je trouve ça super cool. Et du coup, ça me donne envie plus tard d'être committer Python probablement, et quand je serai à la retraite, de dire peut-être que parmi les sujets que je pourrais accompagner, Python pourrait être un de ceux-là, quoi. Oui, donc en fait, ça veut aussi dire que la communauté est très ouverte et que quand il y a de la pertinence à implémenter effectivement une feature, une idée, n'hésite pas à le faire. En tout cas, voilà, c'est ça. Alors, moi, il trouve que je suis arrivé avec deux choses, avec une idée de syntaxe, même s'il y a une moitié de la syntaxe qu'on a virée. Parce que là, je vous ai parlé que du ou, mais j'avais initialement aussi proposé de mettre un autre opérateur, le not, pour dire optionnel, c'est-à-dire que c'est ça ou non. Bon. Donc ça a été rejeté dans les discussions. Mais j'ai créé la crédibilité parce que je suis arrivé avec une implémentation, même si elle n'était pas parfaite, même si elle violait certains éléments de Python, puisque à la fin, c'est pas celle-là qui a été gardée, elle était suffisamment crédible pour pouvoir le tester et de voir ce que ça donne en vrai. Donc j'avais le git clone qui traînait. Du coup, ça a créé une crédibilité. Et du coup, c'était pas juste une idée comme ça, il y a qu'un faucon. C'était une idée avec un peu plus de choses, quoi. D'accord. Mais je présume, et ça tu l'as très bien expliqué, que lorsque on soumet effectivement un commit, en tout cas une proposition, il faut avoir quelque chose de très clair dans son esprit déjà. Oui, parce que de toute façon, il va falloir le défendre au niveau du PEP. Donc déjà, il faut qu'on commence par approcher les listes de diffusion en indiquant, voilà, j'ai cette idée, la dégrossir en gros. S'il considère que c'est valide, il dit, OK, commence à rédiger un PEP, et puis donc c'est un PEP en 9999 qui n'a pas encore de numéro, et puis ensuite on suit le processus pour avoir un numéro d'attribution. Pour avoir le PEP attribué, du coup, il faut passer par le processus de signature en tant que contributeur, donc ce que j'ai dû faire, c'est assez rigolo, donc c'est du PDF signé en ligne, etc., pour accepter les termes d'utilisation et tout ça. À partir de ce moment-là, j'ai eu le droit à mon PEP 0604, qui du coup, j'étais un peu accompagné. Et après, il y avait la discussion sur le PEP lui-même. Donc, il y avait des propositions d'amélioration de la rédaction, etc., quoi. Donc là, on est juste sur, pas l'implémentation, c'est juste la description de la nouvelle feature. D'accord. Et qui s'occupe, au bout du compte, du code review final? C'est eux? C'est un comité? Alors, c'est eux, et ça, je n'ai pas... étrangement, j'ai découvert qu'ils allaient le mettre directement dans la prochaine version de Python, mais je ne sais pas par quel processus ça s'est fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, elle a fait son implémentation. Alors, je pense que Guildo est dans la boucle, donc lui, ça lui a plu et il doit avoir un poids. Mais je ne sais pas quel est le processus qui a fait que mon code par rapport à un autre aura été accepté ou pas. D'accord. J'ai juste découvert que c'était le cas. Un grand merci à toi, et j'espère que ça a beaucoup intéressé nos auditrices et nos auditeurs. Et au plaisir de te revoir à nouveau dans un futur podcast. Merci à toi.